Voilà, de retour sur ce plateau, nous sommes en compagnie du docteur Gilles Berner. Bonjour docteur. Bonjour Christelle. Merci encore une fois d'être là sur ce plateau et vous, merci de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Matin Bonheur et c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons vos réactions, vos conseils, vos avis sur ce temps d'antenne. Je rappelle que vous pouvez nous revoir cette émission à chaque fois sur le www.rti.ci ou nous envoyer un tout petit mail à matinbonheur 1, non c'est 2, matinbonheur2@rti.ci. Aujourd'hui avec le docteur, on parlera des caractéristiques du nouveau-né. Parce que très souvent, quand c'est une primipare, ça dit une jeune maman, Oui. ou même une ancienne dans le domaine, avec un diplôme et tout, des diplômes, des enfants avant. Si on n'a pas des infos, on se laisse aller à toutes sortes de crises, de peurs, Oui. alors que en fait, c'est normal. C'est normal. Par exemple, le poids du nouveau-né. Oui, par exemple, c'est vrai que souvent, on a certains éléments physiologiques normaux chez le nouveau-né, mais les parents s'inquiètent. Alors qu'il n'y a pas de problème. Donc pour vous, vous êtes praticien, donc bon, voilà, même pour les parents, oui. Ça fait quand même peur si on n'est pas informé. Oui, si on n'est pas informé, ça fait peur parce que comme vous avez pris l'exemple du poids, par exemple, un enfant qui naît peut-être à 3 kilos, qui se retrouve après peut-être avec 2 kilos 800. Une semaine après. On aura peur, alors que c'est normal. Oui, les parents sont inquiets. Les parents sont inquiets. Pourquoi son enfant... Est-ce qu'il s'alimente bien? En ce moment, déjà, on accuse l'alimentation déjà. Le sein ne suffit plus. Voilà, c'est ça, parce que l'enfant a perdu peut-être 200 à 350 grammes, c'est normal. On accuse la mère qu'elle ne mange pas bien. Oui, la maman ne mange pas bien, ou bien peut-être le bébé, bon, le sein ne suffit plus, il faut ajouter le biberon, parce que l'enfant a perdu 200 à 300 grammes. Alors que quand l'enfant naît, regardez, il est tout mouillé. D'abord, le cordon est gras, il est épais, et puis il a des édèmes sur la main et puis sur les pieds. Et puis en ce moment, on pèse le bébé. Oui. Voilà, tout ça, c'est un poids. Voilà. Okay. Voilà, tout ça, c'est un poids. Il est mouillé, il a des édèmes à la main, le cordon tout ça, c'est un poids. Et maintenant, après, ces édèmes régressent. Le cordon sèche. Et maintenant, quand on repèse, on voit que l'enfant perd 200, il perd 200 à 300 grammes. C'est tout à fait normal. Voilà, l'enfant peut perdre ce poids-là. Ça peut arriver que l'enfant, il peut ne pas perdre, oui. Il peut même, au contraire, même avoir un gain pondéral. Oui, c'est pas un problème, hein? C'est pas un problème. Okay. Mais s'il y a une perte aussi, on ne doit pas s'alarmer, on ne doit pas être inquiet. C'est normal. L'enfant qui perd, maintenant, il a son poids. Pourquoi on voit l'enfant une semaine après? Pour rassurer les parents. Dès que l'enfant naît, une semaine après, l'enfant fait sa première consultation. En ce moment, on repèse encore l'enfant, on dit aux parents, voilà le vrai poids de l'enfant. C'est à partir de ce moment maintenant... Juste donc l'apaiser une semaine après. Une semaine après la naissance. C'est le véritable poids de l'enfant. Le véritable poids de l'enfant. Okay. Et maintenant, on dit à la maman, maintenant, l'enfant ne doit plus perdre de poids. L'enfant doit perdre entre 100 et 250 grammes par semaine. Voilà, en moyenne. Donc, l'enfant ne doit plus perdre. Donc, peser chaque semaine. Chaque semaine, jusqu'à un mois. C'est-à-dire que pendant la période néonatale de 0 à 28 jours, c'est une consultation par semaine. Voilà, c'est une période sensible. 0 à 28 jours, il est nouveau-né. Donc, on doit peser l'enfant. En ce moment, l'enfant ne doit plus perdre. On doit retrouver l'enfant qui doit prendre 100 à 250 grammes par jour. Voilà. Là, maintenant, c'est normal. C'est-à-dire qu'avec le sein, voilà, avec le sein même, c'est extraordinaire. On peut avoir peut-être plus même. On peut même dépasser les 250 grammes, Christelle. Mais si c'est le biberon... On peut aussi dépasser, mais avec le sein, peut-être on a plus de gains. Voilà. Sinon, on peut dépasser. Il y a des enfants avec un biberon qui n'ont pas de problème. Hein, mais la plupart du temps, ils ont quelques difficultés de constipation, donc ils ne s'alimentent pas bien. Voilà, ils ne s'alimentent pas bien, donc il y a quelques crises au niveau alimentaire. Voilà. Sinon, le biberon, comme le sein, on a des gains pondérales. Mais le choix, c'est avec le sein, on a plus de gains, plus le bébé est épanoui. Voilà, ça c'est pour le poids, Christelle. Voilà, pour le poids, donc il ne faut pas s'inquiéter lorsqu'on a une chute pondérale. Voilà. Alors ça, c'est ceux qui sont nés normalement. Oui. Et ceux qui sont nés prématurément, les prématurés. Oui, les prématurés, c'est pareil. C'est pareil. Mais les plus petits, non, à la naissance? Oui, au contraire, le prématuré, il est déjà petit. C'est lui-même qui a des œdèmes. Quand vous regardez le prématuré, il a la main qui est un peu enflée, le pied. Voilà, il a des œdèmes, tout ça, ça pèse. Oui, c'est pareil. Le prématuré qui naît peut-être avec 1,5 kg, vous le pesez peut-être une semaine après, il va vous faire 1 kg peut-être 200, 1 kg 300. Voilà. On ne s'inquiète pas. Parce que c'est pareil comme l'autre bébé qui est né
hétrophique, voilà, il n'y a pas de problème. Alors, le prématuré, il reprendra, enfin, il aura un poids normal à partir de quand? Pour les parents qui ont des prématurés en ce moment et qui sont quelque peu inquiets, il ne grossit pas, il ne grandit pas, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Non, le prématuré, d'abord, quand il sort, d'abord, il est né prématuré, ce n'est pas l'âge normal. Voilà, c'est pas l'âge normal. Il est né avant terme, évidemment. Avant terme. Et dès qu'il sort, on commence à corriger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une période où on va te dire maintenant, il est né à terme. Oui, parce que quand il évolue, c'est-à-dire que quand il évolue, une grossesse, c'est combien? On dit c'est 9 mois, voilà, 37 semaines et plus. Voilà. En ce moment, on calcule toujours. Voilà, on se dit peut-être aujourd'hui, il a 33 semaines, aujourd'hui, il a 34 semaines, il a 36 semaines. On calcule jusqu'à... Il a 37 semaines. On dit il est né maintenant, voilà, il n'est plus peut-être prématuré, voilà, il n'est plus prématuré. Il est normal. Maintenant, il peut toujours, c'est-à-dire que ce prématuré même là, s'il s'alimente normalement, il peut rattraper même les autres. Ouais, il peut rattraper les autres. Mais s'il ne rattrape pas, ce n'est pas un problème. Quand on pèse un prématuré, on prend toujours comme référence son poids de naissance. On prend toujours comme référence, j'ai dit quoi sur le plateau, le bébé doit prendre entre 100 et 200 grammes par semaine. Si vous prenez un prématuré qui est né à 1,5 kg, qui prend peut-être 200 grammes par semaine, ça veut faire 1,7 kg. L'autre qui est né à 3 kg, ça veut faire 3 kg 200. Donc, il ne peut pas rattraper l'autre maintenant. C'est clair. Voilà, donc il ne peut pas rattraper l'autre. Donc, par rapport à son poids initial qu'on calcule. Donc, chaque semaine, on pèse l'enfant, il peut même dépasser l'autre. Oui, ça peut arriver. Il peut dépasser un bébé qui est né à terme. Mais s'il ne dépasse pas, le pédiatre vous dira toujours, il n'y a pas de problème. En fonction du gain podoral, il va vous féliciter ou bien il va vous donner d'autres conseils pour que l'enfant puisse s'alimenter. Le prématuré, par exemple, il dort beaucoup, Christelle. Il dort beaucoup. On ne doit pas s'inquiéter pour ça. Hein. Mais il faut savoir à quel moment le réveiller. Parce que sinon, si vous laissez le prématuré qui dort le matin, il peut dormir jusqu'à 13h, 14h. Du matin jusqu'à... Oui. Sans se réveiller pour manger, il n'a pas faim. Donc, il faut les réveiller en ce moment. S'il dort plus de 5 heures le matin, il faut les réveiller pour qu'ils s'alimentent. Il faut les réveiller. Mais dans la nuit, on ne réveille pas un bébé qui dort. Voilà. Sinon, qu'il soit né prématuré ou pas. Il ne faut pas les réveiller. Dans la journée, on peut les réveiller. Le prématuré, s'il dort plus de 5 heures, vous les réveillez. Quand vous les réveillez, il va s'alimenter. Il va s'alimenter. Il a faim, mais il dort. C'est son état physiologique qui le fait dormir. Voilà. Il dort pour récupérer, en fait. Il dort pour récupérer, il dort beaucoup. Donc, si vous ne le réveillez pas, il ne va pas s'alimenter. Il ne va pas avoir la nourriture qu'il faut. Donc, il ne pourra pas avoir un gain pondéral. Vous allez le PPPZ, c'est 30 grammes ou bien 50 grammes seulement. Et vous allez venir nous dire que le bébé s'alimente bien. Alors qu'il a pris peut-être, il a tété peut-être 2 fois à 3 fois seulement. Alors si il dort par exemple après son bain du matin, jusqu'à 11h midi, on le réveille, c'est ça? Oui. Ou 10h par là? Voilà, c'est pas plus de 5 heures. Voilà, 4 heures, 5 heures. S'il se réveille, il tète. Dans les cas contraires, on les réveille pour qu'ils s'alimentent. Il faut les réveiller, Normalement, le bébé tète à volonté, il tète à sa demande. Voilà. Mais pour le prématuré, généralement, c'est les parents qui doivent les réveiller. J'espère qu'ils sont... Est-ce que les parents, enfin, on leur dit ça, non? Oui, c'est les parents qui viennent généralement aux consultations. Oui. Voilà, généralement qui viennent aux consultations. C'est souvent ceux qui bénéficient de ces conseils, c'est les bébés prématurés hospitalisés. Les autres ne viennent pas. Voilà. Les parents ne viennent pas avec les enfants. Ils ne viennent pas. Un bébé qui naît, peut-être qu'on leur dit qu'il n'a pas de problème. Quand le bébé sort de la maternité, ils ne reviennent plus voir le médecin. Bon, ce n'est pas tout de leur faute parce que dans la maternité, il n'y a pas automatiquement un pédiatre qui suit l'enfant. C'est au privé. Dès qu'un enfant naît, il a son pédiatre. Oui. Voilà. Aussi, les parents, par exemple, sont informés. Ils sont informés. Mais quand on a des parents qui ne savent pas, peut-être. Voilà. Mais quand c'est au public, à la maternité, c'est quand le bébé a un problème qu'on a le pédiatre. Voilà. Sinon, s'il n'a pas de problème, il sort de la maternité, il va à la maison. Il ne reçoit généralement pas de conseils. Il ne sait même pas qu'il doit venir peut-être une semaine voir le pédiatre. Il ne sait même pas. Les sages-femmes, elles sont débordées. Elles ont beaucoup d'accouchements. Le bébé, il est né, il est bien portant. Généralement, bon, on ne le laisse pas partir à la maison avec son ordonnance. Voilà. Sans lui dire quoi que ce soit. Voilà, sans lui dire, peut-être, viens faire... Il faut vraiment communiquer. Il faut vraiment communiquer. Viens faire peut-être ton vaccin ou bien viens voir ton pédiatre.
Mais c'est vraiment peut-être les conditions de travail qui posent problème, parce qu'il faut s'occuper plus de fois de 3, 4 dames au moment où... Donc souvent des informations essentielles ne sont pas données. Oui, ne sont pas données. Il faut partir à l'urgence, parce que dès que l'autre accouche, il y a un autre qui crie là-bas. Donc il faut courir. On devrait normalement plus entendre ces cris, non? Voilà, aujourd'hui existe la péridurale, quand même, je veux dire. Enfin bon, sous d'autres cieux, de façon automatique, quand vous arrivez, il va de soi qu'on vous fasse une péridurale. C'est pas au public. Et puis, non, pas au public, pas en Côte d'Ivoire. Et puis, si vous demandez de façon précise d'accoucher normalement, à ce moment-là, on vous fait une dérogation et tout. Voilà. Mais bon, sous nos cieux ici, pour l'instant, on crie. Hein. On crie toujours. On crie toujours. On crie toujours, voilà. C'est ça, pour ce moment. Donc, concernant ce poids-là, il ne faut pas s'inquiéter. On vous dira. Concernant donc le prématuré. Pour le prématuré, voilà. Il évolue à son rythme. Voilà. D'accord. Alors, ensuite, il y a pas mal de petites caractéristiques comme ça qu'il faut connaître. On a parlé du poids. Ensuite, les organes génitaux. Oui, les organes génitaux. Chez la femme d'abord. Chez la petite fille. La petite fille, oui. Voilà, chez la petite fille, quand vous regardez, dès que le bébé naît, on a les petites lèvres de la vulve qui sont gonflées. Voilà. Les deux ou trois premiers jours de sa vie. Voilà, les deux, trois premiers jours qui sont gonflés. On ne doit pas s'inquiéter. Après, on peut avoir une substance blanchâtre. Voilà, une substance blanchâtre qui recouvre les lèvres. Il ne faut pas nettoyer cette substance-là. Voilà, il ne faut pas nettoyer. Ah bon? Oui, il ne faut pas nettoyer cette substance. Cette substance protège l'enfant contre les bactéries. C'est-à-dire que lorsque la petite fille part à la maison, enfin le bébé part à la maison. Elle part à la maison. Vous allez voir, il y a une substance blanchâtre qui recouvre les lèvres. Mais les parents nettoient. Les parents nettoient parce que pour eux, c'est sale, par exemple. Voilà, c'est sale. Voilà. Il ne faut pas nettoyer, c'est une substance qui protège l'enfant contre les bactéries. Ah, ça. Voilà. Il faut une véritable formation. En fait, je comprends que lorsqu'on est enceinte et on accouche, il faut simplement pas venir à l'hôpital pour faire ces vaccins, mais c'est vrai, ces vaccins, entendre, l'accouchement se passait comme ci, comme ça, mais il faut une véritable formation. Oui, il faut une sur le bébé qui arrive. Oui. Le bébé qui arrive, lorsque vous partez faire les consultations, généralement, le gynécologue, aussi, il a des informations sur la pédiatrie. Il peut informer la maman. Nous aussi, quand on consulte, on donne des conseils aussi à la maman. Souvent, la maman vient nous voir, elle a des problèmes gynécologiques. Voilà, elle a des problèmes gynécologiques. Donc, on conseille aussi à la maman de faire telle chose. C'est pareil pour le gynécologue aussi. Donc, elles doivent écouter la sage-femme, elles doivent écouter le gynécologue poser beaucoup de questions. Parce que souvent, elles découvrent, peut-être pour le premier bébé, mais elles ne demandent pas. Voilà. Elles peuvent voir ça pour le premier bébé et pour le deuxième. Quand vous découvrez quelque chose sur un enfant, il faut toujours appeler votre médecin. Voilà. Je vois l'enfant, il a une substance blanchâtre sur les lèvres. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est pathologique? Voilà. Mais généralement, à la maison, avec le conseil de la tante, de la maman, de la grand-mère, il faut nettoyer ça. Mais... Voilà, c'est sale, il faut nettoyer. Alors que ce sont ces substances qui protègent l'enfant contre les bactéries. En fait. Voilà, alors, sans cette substance-là, à quoi s'expose ce petit bébé? Oui, le bébé peut faire une vaginite. Voilà. À cet âge-là? Oui. Enfin, je dis à cet âge-là. Parce que tout dépend de la manipulation. Exactement. On utilise des couches. Vous allez voir, c'est pourquoi c'est vrai qu'on demande d'utiliser les couches jetables, mais si on utilise les linges, il faudra bien nettoyer ça. Il ne faut pas sécher ça sur les gazons. Ah non. On voit ça souvent. Oui, on voit ça souvent. Il ne faut pas sécher sur les gazons. Ou sur des arbustes. Ou sur des arbustes, ou bien sur le sol. Vous les voyez sur le mur, carrément. Voilà, sur le mur, tout ça. Voilà. Et dès qu'elle finit, elle met ça dans, comment on appelle, le petit caoutchouc, et voilà, et puis elle porte un enfant. Voilà. En ce moment, on doit au moins repasser. Voilà, je dis, au moins repasser. Ça, ce sont des sources d'infection. Voilà. Alors que ce sont ces substances blanchettes qui protègent l'enfant contre toutes ces infections-là. Mais tout le monde ne peut pas acheter en même temps le paquet de couches excessivement. C'est pourquoi il faut sécher dans un endroit idéal. Avoir un séchoir. Avoir un séchoir. Ou si on n'a pas de séchoir, une corde toute propre, il faut nettoyer. Il faut nettoyer la corde, peut-être repasser ces linges-là. Voilà, pour éviter les bactéries. Pour éviter les bactéries. Et puis après cette substance blanchâtre cristal, on peut avoir aussi un peu de sang qui coule. C'est des mini-menstruations? Voilà, c'est ça. Un peu de sang qui coule, c'est des mini-menstruations. C'est tout à fait normal. C'est normal. Il ne faut pas que les mamans s'inquiètent.
elles vont se dire que qu'est-ce qui se passe. Elles voient du sang sur les lèvres. Ça, c'est à combien de jours déjà? Combien de jours de vie? Ça peut apparaître au 3e, 4e jour de la première semaine. C'est-à-dire la dame, elle est à la maison avec son bébé? Elle est à la maison avec son bébé en ce moment, oui. Mais quand on a les sangs aussi, côté du sang, il faut faire une différence. Voilà. Il faut faire une différence. Pour voir est-ce que c'est une mini-émaciation ou bien c'est du sang hémorragique, c'est-à-dire que l'enfant saigne normalement. Puis ça peut être une maladie hémorragique du nouveau-né. Voilà. Une vitaminose K, un défaut en vitamine K. Voilà. Qui fait saigner, le bébé-fille. Voilà. Mais, voilà. Ça, vous allez voir que ce n'est pas du sang qui va rester peut-être sur les lèvres, c'est le sang qui va, l'enfant va vraiment saigner, qui va tacher la couche, tout ça. Voilà. Ok, l'autre, vous allez voir que ça va rester sur les lèvres. Voilà, et ça va disparaître? Ça va disparaître. Il n'y a pas de traitement à faire. Il n'y a pas de traitement à faire. C'est les hormones de la maman que la maman transmet à son bébé. Voilà, c'est ça qui provoque ces saignements-là. Sinon, ce n'est pas pathologique. La maman ne doit pas s'inquiéter. Elle appelle son médecin, le médecin va vous dire ce qu'il faut faire. Le médecin va vous dire, il va vous demander les caractéristiques du sang. En ce moment, il vous dira qu'il n'y a rien à faire. Ça va disparaître dans les 2-3 jours. Ok, donc ça va quand même durer 2 jours. Quoi. Oui, ça peut durer 2 jours, 3 jours même. Voilà. Ça va disparaître sans traitement. Quand les parents viennent nous voir généralement, ils veulent partir forcément avec une ordonnance. Forcément, parce que les parents ne peuvent pas admettre que l'enfant... Ils voient le bébé, voilà. Une petite fille commence à saigner déjà à 2-3 jours, voilà. Ils veulent forcément... Donc, quand tu n'arrives pas à convaincre, bon, tu peux donner peut-être un placebo pour dire, prenez ça, ça va passer. Et vous êtes sûr que dans les 2-3 jours, ça va passer. Ça va passer. Voilà. À moins que ce soit, comme on dit, les mini-mensurations. Voilà. En fait, ça prépare du moins l'organe génital de la jeune fille. Oui. Pour plus tard, c'est ça? Oui, c'est plus tard, c'est ça. Okay. Voilà. Parce que c'est plus tard, et puis, comme j'ai dit, c'est les hormones que la maman, que l'enfant a réussi, qui s'éliminent. Voilà. Alors, on devrait donc, tous les bébés filles devraient avoir ces petits saignements? Non. Pas forcément? Pas forcément, non. Okay. Si on n'en a pas, ce n'est pas un problème. Voilà. Généralement, même, on n'a pas. Voilà. Ok. Voilà. Généralement, on n'a pas ces saignements-là. Voilà. De façon extraordinaire. Mais on peut avoir ces saignements sur d'autres bébés. Mais pour la substance blanchâtre, la plupart des filles, on a cette substance-là. La plupart? Hein? Oui, la plupart. Voilà. On a cette substance que les mamans nettoient. Voilà. Donc il ne faut pas nettoyer. Et ça part au bout de combien de temps? Ça va disparaître. À partir de la 2e semaine, ça commence à disparaître. Voilà. En fait, le problème, c'est que nous, ça nous fatigue, en fait. Ça fatigue les femmes ou les parents de voir des choses bizarres sur le corps. On dit non, ça va partir seul. On a toujours l'impression qu'il faut aider la chose à partir. Il faut accélérer le processus. Exactement. Mais là, il ne faut pas accélérer. Non. Il partira tout seul. Il partira tout seul. C'est une substance de protection contre les bactéries. Voilà. Avec un nota bene, ne surtout pas mettre les couches en linge, voilà, comme vous avez lavé sur le gazon ou sur le mur. Enfin bon. Voilà. Ou quoi d'autre, ou même par terre. Même par terre, souvent, elle nettoie le sol et puis elle pose, on sèche les habits sur le sol. Quand vous rentrez dans la cour arrière, vous regardez, oui, les habits sont à terre. Bon. C'est vive l'Afrique. Oui, c'est vive l'Afrique. En même temps, ça dépend. Si vous êtes nombreux à la maison, il n'y a pas trop de solutions. Mais quand vous êtes adulte, bon, là, je peux dire que bon... C'est vrai, il y a des bactéries, mais bon... Il y a des bactéries, on est plus résistant, bon, c'est ça. On est plus résistant, mais comme on dit, ça ne tue pas africain. Mais pour un nouveau-né, c'est dangereux. Il est très fragile, il faut faire attention. Très attention pour le nouveau-né. Quand le nouveau-né est infecté, vous voyez, c'est une urgence, il faut l'hospitaliser. Et puis, Christelle, on a parlé des saignements. Non, on a le sein. Voilà. Garçon, le petit garçon comme la petite fille, souvent le sein peut être gonflé avec du lait qui sort dans le sein. Garçon comme fille? Oui, garçon comme fille. Après, du lait qui sort dans le sein. Pourquoi? C'est toujours le phénomène d'hormones. Voilà. La mère, en fait. Voilà, de la mère. Donc, avec du sein, généralement, la grand-mère presse le sein pour faire sortir le lait. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Elle presse le sein, c'est un phénomène physiologique normal. On ne doit pas presser? On ne doit pas presser. Dès que vous pressez, rien faire, en fait. Il y a un risque d'abcès. Ok. Voilà, il y a un risque d'abcès. Je sais qu'il y a une petite fille qui a perdu le sein à cause de ce phénomène-là. Oui. C'est pas possible. Oui. Quand ils sont venus me voir, déjà, il y a eu l'abcès. Le mamelon a presque disparu. Oh là là. Oui. Le mamelon a presque Elle avait disparu. quel
L'enfant devait avoir peut-être 3 semaines, 4 semaines. Avant vouloir à sa grand-mère et à sa mère. Il y avait un abcès énorme. Bon, maintenant, il fallait faire une incision pour faire sortir le pus. C'était difficile, voilà. Elles ont massé avec de l'eau chaude. Voilà. Donc, ça a provoqué un abcès. Il ne faut même pas toucher, même. Il faut laver l'enfant. Regardez simplement le lait couler. Ça va disparaître. Dans la première semaine, ça va disparaître. Voilà. C'est un phénomène, non. C'est normal. Il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas à s'alarmer. Donc, à ne pas masser, à ne pas presser. Ne pas presser, ne pas faire sortir ce lait-là. Le lait coule seul, vous allez voir. Le lait coule seul, ça va disparaître. Tous les bébés sont comme ça ou Oui, ces bébés, non, pas tous les bébés. Voilà, c'est pas tous les bébés, mais on a souvent des cas. Voilà. On a souvent des cas de sécrétion. On a souvent des cas de sécrétion. Donc, généralement, les parents pressent. Bon, c'est vrai que pour les bébés qui ont beaucoup plus de chances, ils pressent, il n'y a pas d'abcès. Mais pour ceux qui ont moins de chance, qui sont fragiles, de peau peut-être. Voilà. Et on a un abcès qui se complique par une fièvre. Une fièvre, il faut faire une incision. Voilà, maintenant, c'est la chirurgie. Le bébé même peut être hospitalisé lorsque c'est volumineux. Alors, au total, ce que je comprends, comme on dit toujours, hein, nos traditions africaines et nos réactions typiquement africaines, parce que, allez-y, expliquez ça à des grands-mamans, à des tantes, elles ne comprennent pas du tout. On a pressé pour vous, on a pressé, ma grand-mère l'a fait, mon arrière-grand-mère l'a fait, vous, la nouvelle génération, c'est vous qui connaissez tout. Et bon, c'est pas évident, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais on ne peut pas voir ça en Europe, quoi, c'est clair. Oui, c'est pas facile. Ici, toujours, les moments vraiment, il faut expliquer. Quand les mamans viennent vous dire qu'elles n'ont pas de moyens, vraiment, elles ne peuvent rien dire devant la grand-mère, vous ne savez pas qu'est-ce que faire. Parce que la grand-mère n'est pas là. Elle n'est pas là. Mais c'est pas facile aussi. C'est pas facile. Vous expliquez à la maman, elle vous dit, docteur, je ne peux rien faire. C'est pas moi qui décide. Voilà. C'est le propre bébé. C'est le propre bébé. Que vous avez porté. Je ne peux rien faire. Ah, voilà. L'Afrique, c'est pas facile. En fait, lorsqu'il est dans votre ventre même, vous êtes surveillé en même temps, c'est bon. Oui. Parce que l'enfant qui arrive ne vous appartient plus, il appartient à la communauté. Et surtout à la grand-maman qui a longtemps attendu cette affaire, ce bébé. Donc, quand vous voulez même prendre une décision, mais c'est quelle expérience cette dernière a pour pouvoir parler quand moi je parle? Voilà, quand je parle, c'est pas facile. Quand je parle, c'est elle qui s'occupe de l'enfant, c'est elle qui se réveille dans la nuit, c'est elle. Oui. Même quand la mère se réveille, on dit non, la grand-mère va arriver, la grand-mère. Oui, va arriver la grand-mère. Toi, tu ne connais rien, tu ne connais rien. Tu vas donner à téter seulement à l'enfant, attends ton tour. Voilà. Quand tu seras grand-mère aussi, voilà. Tu pourras gérer. Tu pourras gérer. Oh, c'est pas évident, c'est pas facile pour ces femmes-là. Oui. Donc au total, il faut sensibiliser les grands-mamans. Oui. Quand vous voyez le lait sortir du bébé, du sein femme, fille comme garçon, il ne faut pas toucher le sein. Il ne faut pas toucher le sein. Il ne faut même pas masser, mettre du beurre de karité ou des feuilles. Des feuilles pour faire. Généralement, c'est ça, elles mettent des feuilles. Elles prennent des feuilles, elles prennent une serviette, elles plongent dans de l'eau tiède et puis elles massent pour faire sortir le lait. Voilà. C'est un peu ça qui se passe. Mais le lait sort qu'elles font ça, non? Oui, le lait sort qui c'est. Oui, c'est la manipulation. C'est la manipulation, oui. Voilà. C'est la manipulation. La peau est fragile. Voilà, la peau est fragile qui entraîne souvent des abcès. C'est ça. Et quelque chose que même si on ne touche même pas, même que ça va disparaître. On est toujours pressé. C'est pas facile, docteur. Oui. Vous savez que c'est pas facile, non? C'est pas facile. Ah, oui. On est toujours pressé. C'est-à-dire qu'on veut toujours... C'est comme, par exemple, un bébé qui naît, peut-être, qui a déjà 2 dents. Ah, il naît avec 2 dents? Oui. Quand vous dites aux parents que ça va tomber, non, c'est pas possible. Tu vas enlever ces 2 dents tout de suite. Oui. Mais en même temps, c'est rare, non? Oui, c'est rare. Devant un enfant qui naît avec 2 dents. Oui, on a mais ça existe. Oui, mais ça fait peur quand même. Enfin bon, je veux dire... Une semaine, il y a eu un cas, voilà. Ah bon? Oui. Et qu'est-ce que... Le père, comment il a réagi? Non, bon, c'est vrai qu'ils vous disent qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever cette histoire-là, oui. C'est possible, on peut les enlever, mais on vous dit non, ça peut... Pour les parents, c'est le voisin. Ah oui, c'est ça. C'est ça l'Afrique. C'est les voisins. Souvent voilà. On peut gérer entre nous, mais les à côté, comme on dit les affairés, les affairés à côté, et ça va jaser la voisine. Voilà. Oui. Que j'ai vu l'enfant, mais c'est pas possible. Tu as vu l'enfant de la dame, mais dis donc, il a 2 dents, si ce n'est pas un sorcier qui est arrivé. C'est pas un sorcier qui est arrivé, voilà.
Non, ça va tomber. Pas facile. Ça va tomber. Peut-être 1 semaine, 2 semaines, ça va tomber. C'est long. C'est comme ça qu'on réagirait, que les mamans réagiraient ou les papas. Docteur, c'est long, trouvez une issue. Donc, on a oublié peut-être de l'amener chez le stomatologue. Ouais. Voilà. Et à ce moment-là, vous faites quoi? Comment? Non, moi, ça, c'est une spécialité des stomatologues. Okay. Ils arrachent les dents, là. Bon. Et ça, il n'y a pas de mal. Mais le problème, c'est que souvent, la gencive du bébé est très sensible. C'est sensible, c'est fragile. C'est fragile. Donc, je ne sais pas par quelle méthode, mais sinon, c'est sensible. Donc, souvent, on dit aux parents, il ne faut pas traumatiser la gencive de l'enfant. Peut-être, en faisant une extraction, on va traumatiser la gencive. La pauvre gencive, voilà. Fragilote. Donc, laissez, ça va tomber. Et puis, mais il suffit d'expliquer aux voisins. Voilà. Ah non, cette campagne de sensibilisation ne marchera pas. On ne peut pas convoquer tout le quartier. Non, parce que si la voisine d'à côté déjà informé le bâtiment en face, c'est-à-dire que non, les amis, le boutiquier, enfin bon, toute la cité, tout le quartier, toute la ville même risque d'être informée. L'enfant de Monsieur Tain est né avec, et il ne dirait même pas 2 dents, il dirait qu'il est né avec 4 dents. Moi-même j'ai vu les dents. Ils vont dire un petit Thierry Banani. Voilà, ils vont dire que c'est un petit Thierry Banani qui est né. Ça c'est un sorcier. Oui. Traumatiser la femme, la mère. On déménage, ça c'est clair. Ça. Tout de suite et maintenant, docteur, vous restez à notre compagnie. Le temps de recevoir pour nous notre prochain invité. Regardez cet élément sur la poterie. À tout à l'heure. La poterie, longtemps menée dans nos sociétés africaines. Elle consiste à donner des formes diverses de peau à partir de l'argile. Pour cas, nous sommes à Anani, une banlieue d'Abidjan, sur l'axe de Grand Bassam. Nando Kofi est potier. Il exerce cette activité avec son frère cadet, venu lui prêter main forte. Comment Nando a-t-il été fasciné par ce art? Au départ, moi, je suis technicien en bâtiment. C'est mon frère qui a voulu que je fasse la poterie. Il est parti me voir plusieurs fois. Et après 3 ans de formation, j'ai travaillé avec lui. On dit que c'est depuis 1996 qu'on est parti de chez lui. J'aime ce métier. Non seulement c'est un métier artisanal, artistique aussi, et puis c'est commercial. Et je suis resté parce que j'arrive à m'exprimer comme je le veux. Et finalement, je crois que mon frère a eu raison. Et je ne regrette pas maintenant. De l'argile pour tout commencer. Une sélection des différents blocs constitue l'entame. En petits morceaux, ces blocs vont être obtenus avant d'être filés au mortier. Tamiser en vue d'obtenir une poudre fine, c'est ce à quoi Nando et son frère s'attellent. Tamiser, ça veut dire enlever les gros grains qui sont dans l'argile pour obtenir la poudre fine. La bassine est pleine, je vais malasser maintenant. Mais avant de malasser, je dois appuyer que ça puisse devenir un peu dur. Voilà. Puis, mouler cette poudre d'argile à de l'eau. Voilà. Je vais mettre la main dedans. Mélanger la poudre avec l'eau, qu'on appelle la babotine, si on veut voir. Un peu, jusqu'à ce que ça devienne un peu dur. J'ai fini maintenant. Maintenant, après ça, je dépose. Au bout d'un jour, c'est prêt à travailler avec. Il y a un deuxième malaxage définitif pour pouvoir tourner les pièces sur le tour. C'est-à-dire la machine qui permet de fabriquer les pots. Il y a plusieurs sortes d'argile. Il y a de l'argile qui contient du fer. En ce moment, ça aura un ton un peu rougeâtre. Il y a de l'argile aussi qui contient du calcaire. Ça aura un ton un peu blanchâtre. Et il y a plusieurs propriétés d'argile. Mais celle qui est adaptée à la poterie, c'est celle qui vient de Dabou. C'est ce condensé de boules qui va subir les autres étapes avant la finalisation. Ça c'est bien ramolli. On malaxe comme ça.
Voilà, donc c'est à partir de ce boudin d'argile, on met maintenant sur la machine pour pouvoir produire la pièce qu'on veut. Ici, les potiers disposent d'une technique qui leur permet de donner une forme réelle de ce qu'ils appellent la pièce. Ce que je suis en train de faire, c'est le tournage. Et en matière de tournage, il y a ce qu'on appelle le centrage. Il faut arriver à centrer, c'est-à-dire maintenir l'argile au milieu de la girelle. La girelle, c'est la partie plate du tour. Sinon, cet appareil-là, lui, s'appelle le tour. Bon, il y a d'autres, quand tu dis le tour, il dit que tu devais dire la tour. Alors que nous, comme dans le métier, on sait que ça s'appelle le tour. Ça n'a rien à voir avec la tour. C'est à partir de ces deux mains qu'il conçoit. Il conçoit dans la tête et puis il réalise par les deux mains. La pièce peut se casser pendant la cuisson. Donc, on cherche à avoir une épaisseur qui est normale. Et c'est en tournant comme ce que je suis en train de faire qu'on voit l'épaisseur. Si c'est une grosse épaisseur, on sent ça entre les doigts. Voilà, de retour sur ce plateau, nous sommes en compagnie maintenant du docteur, du professeur Kouadio. Georges, bonjour. Vous êtes là encore pour nous parler, vous étiez là mercredi, bien sûr, dans la journée, pour la journée de l'environnement. Et aujourd'hui, c'est plutôt la journée mondiale des océans. Tout à fait. Qui vous amène sur ce plateau. Oui. Merci d'être là. Alors, que devrait-on entendre par journée mondiale des océans? Ce qu'il faut entendre par journée mondiale des océans, c'est d'attirer l'attention de tout un chacun sur le rôle prépondérant que l'océan ou les océans jouent dans l'équilibre climatique. Dans un premier temps, et les ressources halieutiques, poissons, les crustacés que l'océan nous offre pour notre alimentation, la navigation, les extractions pétrolières, et j'en passe, l'océan joue un rôle important pour l'existence de l'humanité sur la Terre. Et on s'est rendu compte, finalement, que ces océans sont menacés par nos activités sur la Terre et même à l'intérieur de l'océan, comme les extractions pétrolières. Donc la question qui se pose, c'est que les conséquences nous impactent la vie quotidienne de tout un chacun, et il nous faut réagir. Et la communauté internationale, consciente de ce que nos océans sont lourdement affectés, a décidé que le 8 juin de chaque année, il faut qu'on se souvienne du rôle de l'océan et d'agir pour sa protection. Alors, qu'est-ce que les actions qui ont été réalisées, qui ont été entamées ou faites depuis la date, l'instauration de cette journée pour la préservation? Puisque les rapports nous disent que nos océans sont en danger, et non seulement le liquide eau, mais aussi, évidemment, son contenu qui est très important pour la survie de l'espèce humaine. Qu'est-ce qui a été fait concrètement pour lutter, pour empêcher donc l'homme, toujours l'homme, d'agir et de détruire voilà, cette manne qui nous a été donnée par le Tout-Puissant? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'agir, il faut fixer le cadre réglementaire. Donc, au niveau international, il y a un certain nombre de conventions qui sont ratifiées par les pays en vue de protéger l'océan. Ça, c'est le cadre réglementaire. Le deuxième aspect, c'est d'éduquer, informer, sensibiliser les populations sur leurs activités pour que ces activités-là n'ont pas un impact sur les océans. Je prends un exemple précis. Lorsque vous roulez en voiture, votre voiture dégage du CO2. Et ce CO2, c'est un gaz à effet de serre, c'est-à-dire c'est un gaz qui reste dans l'atmosphère et qui contribue à réchauffer notre climat par une augmentation de température, ce qui gère ce qu'on appelle aujourd'hui les changements climatiques. Mais l'océan va absorber un tiers de ce CO2, sinon la quantité émise dans l'atmosphère sera assez importante et le réchauffement va augmenter. Donc, il faut sensibiliser les uns et les autres à ce que, lorsque nous avons une voiture, il faut que ces voitures-là ne mettent pas des gaz
qui vont contribuer au réchauffement climatique. Mais in fine, est-ce qu'on a des solutions pour l'Afrique? Parce que ces gaz, de toute façon, sont là par rapport à l'essence qu'on utilise. Est-ce que dans cette large politique de préservation des océans, on pense à l'instauration, pourquoi pas en Côte d'Ivoire, de ce biogaz dont on parle depuis tant d'années? Oui, disons que les études... Biogaz, je raconte quoi? Bio-essence, essence bio, voilà, tout ce qui pourrait aller remplacer ce qui est là et qui tue l'environnement. Oui, disons qu'il y a des questions émergentes, comme l'utilisation, comme vous le dites, du biocarburant. Mais là encore, il faut faire très attention. Et il y a des problématiques qui ne sont pas encore finalement stabilisées dans la discussion. L'utilisation du biocarburant peut poser quelques problèmes au niveau des utilisations des terres. Mais il marche sous d'autres cieux. Oui, c'est un équilibre qu'il faut rechercher. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que l'utilisation systématique du biocarburant n'est pas la solution. On peut utiliser du biocarburant si on a suffisamment de terres agricoles, il faut nourrir aussi la population, donc c'est un équilibre qu'il faut rechercher. Il y a toute une politique à mener au total. Voilà, il y a toute une politique à mener, mais c'est agir déjà sur ce qui est. Je parlais tout à l'heure du CO2, je n'ai pas terminé. Ce CO2 qui rentre dans l'océan va provoquer l'acidification des océans. Et s'il y a acidification des océans, tout le système climatique de l'océan se trouve déréglé. Ça, c'est la première conséquence. Donc, il faut agir déjà en amont sur les émissions de gaz qui vont impacter notre océan. Alors, quelles sont les solutions que vous proposez? Les solutions que nous proposons, c'est de faire en sorte que nous utilisons des véhicules qui sont aux normes, en premier temps. C'est-à-dire? Des véhicules aux normes, c'est-à-dire des véhicules qui respectent des valeurs limites d'émissions de certains gaz dans l'atmosphère. Mais venons tout simplement terre à terre. Nous allons à Bassam, en bordure de plage. Il y a l'océan et on observe des phénomènes. Des phénomènes comme l'érosion côtière, des phénomènes comme les inondations du mois de mai et de juin, des phénomènes comme l'envahissement du milieu marin par les végétaux aquatiques, le problème de la gestion des déchets en bordure de plage. C'est un ensemble de conditions liées à l'activité humaine qui vont affecter les océans. Donc, c'est à ce niveau-là que nous devons agir. Oui, mais quelles sont les solutions, comme je l'avais dit, quelles sont les solutions que vous proposez de façon concrète? Les problèmes sont déjà identifiés depuis. Concrètement, aujourd'hui, quelles solutions? Parce que plus on avance dans le temps et plus, de façon du côté de Bassam, jusqu'à une certaine, sur toute la côte ouest africaine, il y a des études qui ont démontré que d'ici 20 ans, 30 ans, 50 ans, on risque d'avoir de grosses catastrophes. Alors, de façon concrète, pour ce que vous avez dit, quelles sont les solutions que vous proposez? Prenons les éléments point par point. Au niveau de l'érosion côtière amplifie le facteur naturel de l'avancée de la mer vers la terre. Oui. Donc, il faut sensibiliser ceux qui habitent en bordure du littoral pour que leurs activités n'amplifient pas l'érosion côtière. Donc, il faut mener des activités qui protègent les bordures de mer. Les installations anarchiques ne sont pas recommandées. Donc, il y a d'abord la sensibilisation. C'est en cours? Oui, c'est en cours depuis. C'est en cours depuis, parce que quand il y a eu, entre guillemets, le petit tsunami d'août 2011, qui a dévasté au niveau de Bassam de Port-Boué jusqu'à Bassam, où il y a eu on est parti pour sensibiliser la population de déguerpir, de s'éloigner de cette zone-là et de ne pas mener des activités comme des activités de champs, de pêche anarchiques qui favorisent l'érosion côtière. Ça, c'est un premier point. Deuxième élément de protection de notre environnement marin. Vous avez sur Terre, nous avons un certain nombre de déchets que nous produisons. Il y a des déchets plastiques. Ces déchets plastiques, quand ils arrivent au niveau de l'océan, ils perturbent le milieu océanique. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne rentrera pas dans les détails. Et ils ont une durée de vie de 100 ans. C'est-à-dire quand vous jetez un sachet plastique à terre, que l'eau l'entraîne nécessairement vers l'océan, il aura une durée de vie de 100 ans. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Le gouvernement ivoirien a pris un décret pour interdire les sachets plastiques non biodégradables. Donc c'est déjà une action courageuse. Maintenant, pour accompagner ce décret,
nous avons fait une pré-sensibilisation. Il faut continuer la sensibilisation de sorte que chaque Ivoirien s'approprie ce décret. Il faut agir de façon responsable. Agir de façon responsable, on le dit dans le jargon environnemental, être un éco-citoyen, c'est de faire en sorte que chaque action que nous posons n'impacte pas notre milieu de vie. Alors justement, pour ce point précis, pour ce décret donc, qui interdit ces sachets plastiques-là, je souhaiterais qu'on en parle une prochaine fois. Ce sera donc un sujet bien précis pour qu'on comprenne bien et quels sont les palliatifs justement qui sont dans nos populations, où est-ce qu'on peut les trouver, voilà, pour que tout le monde puisse savoir que c'est interdit, mais vous avez telle autre chose comme recours. Oui. Voilà, ce serait important qu'on puisse en parler en long, en large pour mieux expliquer la décision du gouvernement. Tout à fait. Alors, pour cette journée concrète des océans, journée mondiale des océans, tout sera fait à Bassam, je crois. Oui, tout sera fait à Bassam, mais je tiens d'abord à vous dire que on a une semaine d'activité. Avant d'arriver au samedi, il faut parler de ce jour important. Oui, vendredi. Ce vendredi-là, il faut dire que l'innovation cette année, c'est d'avoir amené 2 Miss. Miss Environnement. Et ces 2 Miss-là sont là pour nous accompagner pour la promotion des actions environnementales pouvant faire changer le comportement de tout Ivoirien. Donc, dans ce cadre-là, il est reconnu qu'au niveau de nos comportements, il faut aller à la base. Et la base, ce sont les écoles maternelles. Et nous avons choisi une école pour faire le jumelage avec une école d'Afrique du Sud qui pratique déjà le concept de génération F, c'est-à-dire donner l'éducation environnementale au développement durable pour que les enfants, dès leur bas âge, puissent intégrer déjà dans leur esprit la culture environnementale. Et c'est ce qui sera fait aujourd'hui par le biais d'une manifestation qui va se dérouler à l'EPP Vridi 3. Pour ceux qui veulent nous rejoindre tout à l'heure à 9h, ils prennent la direction du tri postal. Après la station Shell, ils passent à gauche, environ 1 km, ils trouvent l'EPP Vridi 3. C'est là que nous allons, je dirais, lancer l'opération Club Vert dans nos écoles, en partenariat avec Miss Earth Afrique du Sud et Miss Earth Monde 2012 pour démarrer, je dirais, l'éducation environnementale, grandeur nature, pour que l'enfant ivoirien puisse être l'éco-citoyen de demain que nous voulons, puisse faire en sorte que l'Ivoirien vive dans un environnement sain. Alors donc après l'école, autre activité? L'activité phare, c'est le samedi. Le samedi, le ministre sera avec l'ensemble de ses invités autour d'une table pour discuter des préoccupations majeures liées à la protection des océans au niveau de Grand Bassam. J'ai cité tout à l'heure les problèmes liés à l'érosion côtière. Les gens se posent la question à Bassam, à quand l'ouverture de l'embouchure? Est-ce que cette ouverture-là serait pérenne? Le ministère, le gouvernement ivoirien a des solutions. Ces solutions-là, le ministre et les différents acteurs qui travaillent dans ce domaine de l'érosion côtière et de l'ouverture de l'embouchure vont expliquer cela aux populations. Le problème des végétaux aquatiques, c'est posé aux populations comme un problème récurrent. Est-ce qu'il y a des méthodes déjà usitées pour faire face au problème des végétaux aquatiques? Nous avons invité des experts, des scientifiques, des gens qui travaillent dans ce domaine pour venir expliquer aux populations les solutions idoines à apporter pour faire face aux végétaux aquatiques. Les gens ne comprennent pas ces problèmes d'inondation récurrentes. Il faut d'abord comprendre le phénomène et trouver les moyens et les solutions pour agir. On aura avec nous le directeur de la météorologie qui va nous expliquer comment les précipitations peuvent affecter les questions d'inondation. On aura d'autres spécialistes qui seront là pour discuter, échanger et expliquer et proposer des solutions. On aura la question de la gestion des plages, des bordures de plage. Quand on va à la plage, si vous arrivez samedi, le flux important d'hommes, de jeunes qui viennent à la plage, les gens s'inquiètent de la sécurité au niveau de la baignade. Les gens meurent lorsqu'ils vont à la plage. Il faut faire en sorte que les gens ne meurent plus lorsqu'ils vont à la plage. Mais ce qui est capital, et je l'ai dit au niveau de la protection de l'océan, les ordures, quand nous allons à la plage, avec nos bouteilles, avec nos sachets, avec nos aliments, lorsqu'on a fini, on laisse tout ça dans un décor impitoyable et l'océan meurt de nos activités. Il faut faire en sorte que cette prise de conscience, au niveau de ceux qui veulent aller pour des loisirs, ces loisirs-là n'affectent pas
ce qui est l'essentiel de la vie, c'est-à-dire l'océan, comme je l'ai dit, qui régule le climat et qui donne à la vie toute sa sérénité. Donc, faisons en sorte que quand on sera là-bas samedi, les jeunes, avec le gouvernement qui sera à nos côtés, avec le ministre Rémi Alakwadjo, pour donner cette prise de conscience de nettoyage de nos plages, pour que nos plages aient la certification, etc., etc. Tous ces sujets-là qui seront débattus demain? Oui, tous ces sujets seront débattus. Sur quel site principalement, Nassar? Bon, on a décidé de se mettre en face du collège moderne de Grand-Bassam. Et là, l'espace fait face à la mer. Donc, en bordure de plage, il y aura toutes les installations, toutes les commodités. Et comme je l'ai dit, on aura 2 panels essentiels. Le premier panel va porter sur l'érosion côtière, où on va discuter de l'embouchure, vous l'avez déjà de la baignade, dit, ce sera de quelle heure à quelle heure? Bon, on va commencer à partir de 8 heures, l'installation des invités jusqu'à 9 heures. À 9 heures, on accueille le ministre de l'Environnement, de la Salubrité et du Développement durable, son Excellence Rémi Alakwadjo. On l'accueille et il va visiter des maquis, des restaurants, des hôtels pour porter le message concernant la Journée mondiale de l'environnement aussi à Bassam, pour dire non au gaspillage alimentaire, non à l'utilisation des sachets plastiques biodégradables, faisons en sorte que nous ayons un comportement citoyen. C'est ce que le ministre va dire dans un premier temps. Merci. Ça va durer 1 heure. Et à 10 heures, on va se retrouver, comme je l'ai dit tout à l'heure, en bordure de plage. Vous n'allez pas vous répéter encore. Oui, d'accord. On va se retrouver là et on va discuter du panel. Alors, pour ceux qui aimeraient vous appeler, ils appellent à quel numéro? Bon, pour ceux qui aimeraient nous appeler, je vais porter mes verres de lunettes. En ce qui concerne mon numéro, c'est le 07 76 47 29. Mais ils peuvent joindre aussi Dr Tania, qui est au 07 68 16 16. Voilà, je donne les portables parce que c'est beaucoup plus facile. Pour le comité scientifique, on peut joindre le professeur Ochou au 08 26 08 09. Je tiens à signaler que 1 quart, 2 quarts seront à la disposition des panélistes qui viendront animer ces conférences-là. Et on a invité aussi quelques artistes qui vont venir nous récréer, mais ce sont des artistes qui parlent d'environnement. Merci beaucoup, professeur Kwadjo Kwame-Georges. Vous êtes directeur général de l'environnement. Vous étiez là pour nous parler de la Journée mondiale des océans. Nous savons que ce n'est pas votre dernier passage. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup de sensibilisation à faire passer. Après donc ces différentes journées mondiales, c'est bon de revenir faire partager du moins aux populations les résolutions afin que, comme vous l'avez si bien dit, les comportements changent. Oui, il faut que les comportements changent. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Tout de suite. Et maintenant, un élément de transition. On se retrouve juste après. Dans la plupart des régions de la Côte d'Ivoire, les spécialités culinaires vont intervenir une pâte obtenue en pilant l'igname, le manioc, la banane plantain et bien d'autres féculents. L'on a pour cela recours à un instrument de cuisine, le mortier. Le mortier sert à faire cette pâte communément appelée le foutou. Nous sommes dans une banlieue d'Abidjan,